Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. On va parler du lendemain des municipales, du nouveau gouvernement et de votre position. Vous allez être ce soir à l'Élysée pour une projection privée du film d'Alexandre Arcadi sur Ilan Halimi, on va en parler aussi. Mais on sort d'une semaine folle où Jean-Marc Ayrault a cédé la place de Premier ministre à Manuel Valls au lendemain de l'échec des municipales. D'abord, est-ce que vous, les écologistes, vous estimez que c'est un échec pour la gauche, ces élections municipales ? Oui, bien sûr, c'est l'évidence. Dire le contraire, ce serait se voiler la face. Et dans notre activité, il vaut mieux avoir de la lucidité dans l'analyse. On n'a jamais connu une telle défaite électorale. Moi, j'ai commencé ma vie politique en 92. On avait pris une belle raclée au régional, mais je crois que là, c'est d'une toute autre ampleur. J'ai eu l'occasion de qualifier cela de Waterloo électoral, plus de 155 communes de plus de 10 000 habitants qui passent à droite, une disparition de l'électorat socialiste, et je me permets de dire que heureusement qu'il y avait des écologistes, parce que nous, sur les 262 communes où nous étions présents, nous avons fait 11,86%. 11,8%. Et vous avez gagné Grenoble. On aide à gagner à Paris, on aide à gagner à Lyon, on aide à gagner dans de nombreuses communes. Et oui, vous l'avez dit, nous gagnons Grenoble avec notre candidat Éric Piolle, dans le cadre d'une alliance d'une gauche autrement, écologiste, solidaire, citoyenne, avec un remarquable candidat par ailleurs qui est très équilibré, qui est très soucieux des questions économiques, de développement, qui vraiment est dans la synthèse de ce que nous cherchons à faire sur l'économique et l'environnemental, sur l'institutionnel et le sociétal. C'est vraiment quelqu'un de très bien, et je crois que ce sera un grand maire de Grenoble. Donc voilà la situation qui a été créée après les élections municipales. Et d'évidence, au-delà du sujet même municipal, les Françaises et les Français, particulièrement ceux de gauche, ont voulu indiquer au président de la République que sa politique était très éloignée de ce qu'il avait promis pendant la campagne présidentielle. Voilà, alors après, le président François Hollande a donc changé de Premier ministre. C'est Manuel Valls qui dit qu'il a fait un gouvernement de combat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Moi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas de délit de faciès vis-à-vis de Manuel Valls. Moi, je le connais bien, c'est quelqu'un d'autoritaire, d'énergique, de solide politiquement, de républicain, de socialiste aussi, disons quand même les choses. Et le problème, pour moi, n'était pas tellement la question du Premier ministre. Ce que nous attendions, nous, les écologistes, c'était plutôt une inflexion de la ligne politique, plus volontariste au niveau européen, plus social aussi, plus écologiste, plus démocratique et plus décentralisatrice également. Et le message du président dès le lundi indiquait plutôt la continuité. C'est dans ce sens-là que, notamment, Cécile Duflot a souhaité quitter le gouvernement. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais sur le gouvernement lui-même, sur son Premier ministre et sur les ministres, moi je trouve que ce sont plutôt des gens de grande qualité, travailleurs, politiques, solides, y compris expérimentés. Et pour ma part, je pense qu'à partir du moment où nous n'étions pas là, les écologistes, eh bien le fait que ce soit Ségolène Royal qui soit au ministère de l'écologie, moi ça me rassure plutôt, parce que je connais bien Ségolène Royal, je connais ses convictions écologiques, sa compétence sur le dossier, et puis, disons-le, une forme de charisme personnel, d'audience qui peut intéresser davantage les Françaises et les Français. Sa sortie sur l'écotaxe, ça ne vous inquiète pas ? Non, parce qu'elle en a inquiété dans votre camp. Oui, mais chez nous, en disant qu'elle remettrait chez nous, on a une petite tendance à tirer avant et à poser les questions après, comme on dit chez Lucky Luke. Mais plus sérieusement, je l'ai eu au téléphone et m'a appelé juste après. Elle m'a dit que elle avait répondu assez légitimement, qu'elle allait voir tout le monde. La mise à plat de la mise à plat, ça ne veut pas dire sa suppression, ça ne veut pas dire son enterrement, ça veut dire qu'on discute, ça veut dire qu'il y a la mission parlementaire, ça veut dire ce qu'on dit d'ailleurs depuis 3-4 mois au gouvernement. Donc ne faisons pas de procès d'attention dès les premiers jours. Nous, on va travailler, les parlementaires écologistes, avec évidemment le Premier ministre de la France. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au gouvernement que nous allons boycotter. Nous ne sommes pas dans le boycott de la politique, heureusement, parce que nous pensons que justement, comme on a besoin de plus en plus des écologistes, il faut qu'on puisse travailler avec les uns et les autres, et particulièrement avec Ségolène Royal. Alors, on reviendra
peut-être tout à l'heure sur les premières déclarations de Ségolène Royal, mais sur le départ des écologistes du gouvernement, manifestement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec Cécile Duflot. Elle voulait partir, vous vouliez rester. Vous savez, moi, je ne vais pas passer mon temps cette semaine à commenter cela. À partir du moment où notre figure emblématique au gouvernement est partie, c'était compliqué d'entrer. Ça donnait un drôle de message. Pour ma part... Il n'y a pas eu de malaise entre vous et Madame Duflot? Non, on a beaucoup discuté de cela. Il y a une amitié, une collaboration de 12 ans. Ça ne s'efface pas comme ça. Et on peut avoir des divergences. Le respect, l'entente est là. L'amitié également. Et c'est important dans la vie politique. On voit tellement de choses. La nature humaine est parfois tellement triste. Nous avons la chance d'avoir une bonne relation. Après, ça n'empêche pas les diverses sensibilités, les points de vue. Heureusement, on est encore en démocratie. Et les décisions se sont prises. Moi, j'ai pensé que c'était important de garder l'unité et le rassemblement du Parti écologiste. Je sentais bien qu'effectivement, chez les militants, il pouvait y avoir une tentation de ne plus être solidaire de cette politique économique et sociale que j'ai rapidement décrite. Et à partir du moment où, je le répète, Cécile Duflot sortait, le message que moi je rentre aurait été totalement incompréhensible. Voilà, donc d'ailleurs, je me permets d'indiquer à chaque fois pour celles et ceux qui font un petit portrait de moi sur l'opportunisme, voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on refuse de rentrer au gouvernement, et je pense que c'était plus cohérent par rapport au C'était parti peut-être écologiste. plus cohérent, mais en tous les cas, beaucoup de gens ont du mal, y compris dans vos rangs, à comprendre. Manuel Valls, si vous avez proposé la place de numéro 2 du gouvernement, avec le grand ministère de l'écologie et de l'énergie, celui finalement qui a été échu à Ségolène Royal, et vous avez dit que vous en étiez satisfait, mais enfin, il vous avait dit qu'il n'y aurait pas de PR, qu'on ne toucherait pas aux OMG, aux OGM, pardon, qu'on ne toucherait pas non plus au gaz de schiste, qu'on réduirait la part du nucléaire dans la production électrique, et avec tout ça, vous refusez. C'est vrai que c'est difficile à comprendre quand même, parce que voilà, tout ce dont vous rêvez, on vous propose de le faire, vous dites non. Non, mais c'est sûr qu'il va falloir expliquer, d'ailleurs pas seulement à vous, Nadège Buljac, mais également à nos sympathisants. J'ai vu le sondage, je disais lucidité et sincérité dans l'analyse tout à l'heure, et quand je vois le sondage d'hier du journal Le Parisien, pour ne pas le citer, qui à 85% indique que nos sympathisants sont plutôt pour la participation gouvernementale, plutôt pour agir, plutôt pour peser sur les politiques publiques, incontestablement, il va falloir leur expliquer. Cécile Duflot, hier, notre conseil national, a donné des explications, notamment en indiquant que ça fait 2 ans qu'elle répète ça au gouvernement, que cela ne se réalise pas et qu'elle est plutôt dans un éloignement par rapport à ce qu'elle pense être des paroles et pas tellement des actes. Alors après, vous savez, c'est un peu le dialogue d'Hamlet, c'est être ou ne pas être. Donc on ne saura jamais si, en étant aux responsabilités, nous aurions pu peser davantage que Ségolène Royal notamment. Moi, je fais le pari qu'il faut aider ce gouvernement tout de même si on n'y est pas. Il faut penser à la France, aux Françaises et aux Français qui sont dans la difficulté, pas à la planète, qui a besoin que nous donnions des réponses rapides sur les sujets que vous avez indiqués très bien d'ailleurs, sur la transition énergétique, sur les questions de l'économie verte, sur les questions du nucléaire. Et la semaine qui vient, avec le discours de politique générale du Premier ministre et les discussions de travail que nous aurons avec Ségolène Royal seront un des moyens pour nous, pour les parlementaires écologistes, de peser, même en n'étant pas au gouvernement. Alors, vous étiez sur la ligne politique, mais il faut bien dire que Cécile Duflot a parlé a un problème manifestement avec Manuel Valls. Est-ce qu'il y a une vraie cohérence? Est-ce que Cécile Duflot estime que Manuel Valls n'est pas écolo-compatible, ou est-ce qu'il y a un calcul politique? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de calcul politique, mais il faudra poser la question à Cécile Duflot elle-même. Et je fais partie de ceux qui sont plutôt d'ailleurs dans la formule de Nicolas Hulot. C'est-à-dire que Nicolas Hulot disait je ne suis pas né écolo, je le suis devenu. Face aux urgences de la planète, face aux déplacements qu'il a pu faire, face à ce qu'il a pu voir sur le terrain. Et je vais citer Daniel Cohn-Bendit qui lui disait « ça ne m'intéresse pas de savoir d'où vous venez, ça m'intéresse de savoir où on va ».
Voilà. Oui, enfin, Et donc, parlant de Daniel Cohn-Bendit... entre ces deux phrases, je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne m'intéresse pas très sincèrement à ce que racontait Manuel Valls il y a 10 ans, il y a 5 ans, des bouquins qu'il a pu écrire. La réalité, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, les premiers ministres, comme on le dit souvent, le roi de France n'est pas comptable des querelles du duc d'Orléans. Donc, mardi, il y a le discours de politique générale. Eh bien, moi, j'attends le discours de politique générale. D'ailleurs, vous le savez, demain, nous voyons le Premier ministre à 16h avec mes collègues François de Rugy et Barbara Pompili, et on va faire de la politique. On a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la réaction de ELV qui refuse d'appartenir à ce gouvernement. Certains ont dit que Madame Duflot avait en tête 2017. Vous dites, il faut lui demander à elle, c'est ce qu'on fera, j'espère, à l'occasion. Enfin, c'est curieux. Et Daniel Cohn-Bendit, puisque vous en parliez, il a dit que Cécile Duflot avait pris votre parti en otage. C'est un mot fort. Qu'est-ce que vous lui en voulez à Cohn-Bendit d'avoir dit cela ? Ni à Cohn-Bendit, ni à Cécile Duflot. Nous avons pris des décisions. La patronne du parti s'appelle Emmanuel Cos. Moi, je suis un de ses fidèles soutiens. La décision a été prise mercredi. Elle a été confirmée ce week-end par le Conseil national. Elle est là. Moi, je ne vais pas passer... c'est comme Waterloo. Peut-être que ça aurait été mieux qu'on gagne à Waterloo. Mais bon, on a perdu. Donc, voilà, passons cela. Et puis, je vous dis, tournons-nous vers l'avenir. Parce que les problèmes des Françaises et des Français, ils sont là. C'est quand même se tourner vers l'avenir sans vous. C'est ça qui est étonnant. Eh bien, je vais démontrer, j'espère, avec mes collègues parlementaires, que nous pourrons peser au moins autant que quand les ministres étaient au gouvernement, parce que nous sommes, vous le savez, attachés à la 6ème République, pas à la 4e, parce que la 4e, c'est la République des partis. La 6ème République, c'est une République plus démocratique et plus parlementaire, et cela fait déjà quelques mois qu'à la tête du groupe au Sénat, des écologistes, je fais d'une part entendre ma voix, et puis j'ai l'impression que je pèse aussi sur des décisions, donc je voudrais, à partir du moment où nous n'avons pas le poids d'appui des ministres, peser davantage dans les discussions, et je vous l'ai dit, auprès du Premier ministre, auprès de la ministre de l'écologie, auprès d'ailleurs de l'ensemble des ministres, sur l'ensemble des sujets qui interpellent. Mais c'est pas facile de peser davantage quand on est dedans que quand on est à l'extérieur ? C'est un débat que nous avons tranché cette semaine, donc nous essaierons de faire au mieux dans la situation qui a été créée. Alors, vous allez faire au mieux. Vous avez concédé en début d'entretien qu'il y avait eu un échec patent de la gauche. D'après vous, quelle était l'attitude à adopter ? C'est pas moi qui le dis, ce sont les Françaises et les Français. Absolument. Mais quelle était l'attitude, les leçons qu'il fallait tirer de cela ? Quelle attitude fallait-il adopter ? Est-ce qu'il fallait maintenir Ayrault ? Est-ce qu'il fallait aller plus à gauche alors que l'électorat a voté quand même à droite et même à l'extrême droite ? Alors ça, c'est déjà, il y a une lecture du scrutin, et c'est intéressant les éléments que vous apportez de votre point de vue, c'est que vous pensez que l'électorat s'est droitisé. Quand on regarde de près le scrutin, on voit que c'est plutôt un bénéfice réel pour l'extrême droite. L'UMP se maintient, disons les choses telles qu'elles sont, hein, mais surtout, c'est l'effondrement de l'électorat socialiste qui fait qu'évidemment les autres montent. Je ne suis pas très mathématicien, mais quand il y a une partie de la gauche qui s'abstient, de facto, sur le plan des pourcentages en exprimés, ça augmente beaucoup l'UMP et le Front National. En réalité, il y a 10 à 15% de gens sur les 30% qui votaient François Hollande qui ont disparu dans ce scrutin. Donc au contraire, permettez-moi de contester votre analyse, mais c'est bien l'intérêt de l'échange, c'est que c'est justement le défaut de gauche. Le défaut de gauche, le défaut de social, le défaut d'écologie, le défaut de réformes institutionnelles et de décentralisation qui fait, à mon avis, que l'électorat de gauche est extrêmement déçu. L'électorat écologiste également. Mais l'électorat écologiste c'était plus facile parce que nous avions des listes, donc ils ont pu venir nous soutenir. Et les socialistes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les derniers résistants ont soutenu leur maire et souvent il avait fait du bon travail, et donc c'était une bonne raison. D'autres sont allés à l'abstention et d'autres sont venus chez nous d'ailleurs. La raison aussi de la percée écologiste, c'est que nous récoltons une partie des déçus. Donc on aurait pu attendre un message infléchi, changeant du président de la République lundi dernier, et il nous a dit la même chose en vérité. Il a dit pacte de solidarité en plus, et puis un petit mot pour les écologistes. Mais voilà, je pense quand même que le président de la République doit davantage se rendre compte de la situation du pays, davantage des problèmes au quotidien des Françaises et des Français, de leur déception, et puis de l'état de la gauche aussi, c'est pas rien. Donc il faut quand même essayer de revisiter les choses, et on en parlera, je le disais, lundi, mardi et mercredi avec le Premier ministre à l'Assemblée et au Sénat. Alors demain, Jean-Vincent Placé, vous allez voir, vous nous avez dit que vous alliez voir le Premier ministre. Mardi, Emmanuel Valls fait son discours de politique générale, et vous avez dit que vous alliez voter la confiance.
Et les autres, vos collègues, ils vont faire Non, la même chose? je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous ne voterions pas contre la confiance. Hein. Il y a un vote pour ou il y a un vote contre. Il n'y a pas d'ailleurs d'abstention de ne prend pas part au vote, que nous appelons notre jargon le NPPV. Et ça dépendra du Premier ministre, la confiance. Il y a une discussion avec lui demain. J'ai indiqué qu'en revanche, s'il reprenait l'essentiel, voire la totalité des propos tenus devant nous dans la discussion que nous avons eue mardi dernier pour la formation du gouvernement, il y aurait un débat au niveau des députés et des sénateurs pour voir si nous votions pour ou si nous abstenions. Voilà. C'est ça ce que j'ai dit précisément, et c'est dans ce cadre-là positif. On ne va quand même pas dire in abstracto, hop, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais on est contre. Je crois que ça n'a pas de sens. Ce serait pour le coup extrêmement politicien. Et je le répète, je pense que les Françaises et les Français, ils l'ont indiqué avec ce sondage où ils souhaitaient qu'on participe au gouvernement, ils attendent des écologistes qui ne ressemblent pas à Mélenchon. Ils n'attendent pas des écologistes l'opposition de gauche. Ils n'attendent pas des écologistes qu'on aille aller manifester oui, le monsieur 12 Placet, avril. je comprends bien ce que vous dites, mais n'empêche que selon le même sondage dont vous parlez souvent, là, depuis tout à l'heure, 56% des Français sont contents que vous ne soyez plus là. Oui. C'est quand même incroyable. Non, c'est ce que je dis toujours, c'est assez normal. Vous savez, c'est souvent ce sondage. C'est marrant, Vous êtes très malin, vous arrivez toujours Non, à vous rétablir. Là, je vais vous dire pourquoi Nadège Pujac, c'est que Et à tout positiver, mais c'est très bien. J'adore ce sondage parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Il n'y a qu'avec nous qu'on pose la question. Par exemple, on pose la question, est-ce que vous voulez qu'il y ait un accord PS-Vert? Alors, les gens de chez nous, les Verts, disent 90% oui, le PS aussi. Et en revanche, la droite dit ah non, surtout pas, mais à très très haut pourcentage. Hein, je pense que si vous disséquez votre sondage, vous verrez que nous, les Verts, on est à 85% pour la participation. Les socialistes sont à 50-60 et la droite est massivement contre. Donc, excusez-moi de vous dire que l'addition de tout ça, Oui, enfin, les Français sont les Français, c'est un ensemble. Je pense que les Français aujourd'hui, majoritairement à droite, se disent il vaut mieux la division à gauche. Vous voyez, mais par exemple, personne ne fait jamais un sondage sur est-ce que les Français sont pour un accord entre l'UMP et même les centristes. Et personne ne fait jamais cette... vous savez bien vous rétablir, bravo. Mais enfin, ça fait quand même 56% des Français qui sont contents que vous soyez sortis du gouvernement. Voilà. Mais je vais vous dire, comme on fait 10% en moyenne, si les 44 autres % ils votent pour nous, ça m'ira déjà. Est-ce que je reviens au vote de confiance, parce qu'il y aura derrière le pacte de responsabilité, 50 milliards d'économies, etc. Vous allez faire de l'obstruction ou vous allez faire un soutien sans participation comme les communistes naguère avec François Mitterrand? Alors même pas François Mitterrand, je crois que la première fois qu'il y a eu le soutien sans participation, c'est 36 et le Front Populaire. Et donc c'est un peu daté, hein, mais à la limite, je pourrais me retrouver dans cette formulation du soutien sans participation, de l'appartenance, et je le dis très clairement, à la majorité présidentielle. Nous ne sommes plus dans la majorité gouvernementale, mais nous sommes dans la majorité présidentielle. Et au Sénat, par exemple, moi, je suis dans la majorité sénatoriale. Je soutiens l'action de Jean-Pierre Bel à la tête du Sénat, et je ne me trompe pas de camp entre la droite et la gauche. Donc notre positionnement, il est clair. Combat absolu contre le Front National. Bien sûr, opposition respectueuse et républicaine face à la droite. Une forme de distance, puisque nous ne participons plus par rapport au socialisme, mais la volonté de travailler de façon parlementaire, de façon propositionnelle, de façon en termes de politique publique, avec évidemment le gouvernement, et nous n'allons pas nous répandre dans l'opposition de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Nous n'irons pas le 12 avril à la manifestation qu'ils organisent avec le Parti communiste français. Voilà, je pense que notre positionnement, il est lisible, il est clair, il est assez simple en réalité. Donc c'est soutien sans participation et vous n'êtes en aucun cas dans l'opposition. Non, non, moi je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans le soutien extrêmement constructif par rapport à Manuel Valls personnellement, y compris le Premier ministre de la France, par rapport à son gouvernement qui est un gouvernement de gauche, et dans des tempêtes très difficiles pour le pays aujourd'hui, quand je vois les dérives extrémistes et notamment antisémites que nous subissons, et que je vois aussi les difficultés économiques, et ce n'est pas le moment de se rentrer dans des oppositions stériles et bêlantes en réalité. Je voudrais juste revenir sur le Conseil fédéral dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Donc, hier et aujourd'hui, vous tenez votre Conseil fédéral. Alors, il y a eu des réflexions surprenantes,
assez étonnante tout de même de Madame Emmanuelle Cos et de Cécile Duflot. Une dit nous avons vocation à revenir pour gouverner. L'autre dit oui, nous reviendrons au gouvernement. Quand ça ? Quand ? On comprend pas. Moi-même, je vais vous dire, j'étais même assez surpris qu'on dise cela, vous voyez. Vous avez été surpris par les deux ? Par le propos, c'est pas une question des deux, c'est que... Parce que ça semble totalement contradictoire. Non mais j'insiste, mais c'est vrai qu'on comprend pas grand-chose, mais je vois, ce qui me rassure, c'est que vous n'avez pas l'air de comprendre bien. Non, mais moi, non plus. Alors, écoutez, je suis un ami et un soutien politique des deux, donc je suis sûr... Oui, mais au-delà, excusez-moi, monsieur Placé, au-delà de la langue de bois, qu'est-ce que vous pensez ? Je suis sûr qu'elles Dites-le-moi. prendront le temps de m'expliquer... Je suis sûr qu'elles prendront le temps de m'expliquer davantage leurs propos, mais sortir pour rentrer tout de suite, je vois pas trop pour le coup la cohérence. Vous voyez, j'essaye de bien trouver la cohérence sur la sortie. Hein, vous voyez, j'arrive même à l'expliquer. Sortir pour rentrer, je vois pas la cohérence. Alors, en Europe, Manuel Valls a fait les yeux doux à l'Italie de Renzi pour demander un nouveau report de la réduction des déficits. Pour l'instant, le Premier ministre italien a l'air de renâcler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis très content que des voix de gauche, Renzi, c'est un homme de gauche dans la péninsule italienne, disent tout haut que nous allons dans le mur en Europe. Moi, j'ai voté non, et c'est pour moi d'ailleurs une très grande fierté pour le traité européen, le traité de stabilité, de convergence et de gouvernance qui nous bloque dans ces fameux 3%, qui essaye de faire baisser les impôts en même temps. Donc ça veut dire que puisqu'on est dans les 3%, ça fait baisser beaucoup les dépenses publiques à tel point. Moi, je rappelle, les dépenses publiques, c'est pas une dépense inutile, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la police, c'est la gendarmerie, ce sont les investissements d'avenir pour notre pays. Arrêtons. Probablement, bien sûr, qu'il faut trouver un équilibre entre la fiscalité, la dépense et le déficit. Moi, je ne suis pas pour reporter aux générations futures. J'ai proposé des réductions de dépenses sur les niches fiscales anti-écolo, sur les crédits militaires, sur les niches fiscales outre-mer. À chaque fois, je reprends 20 tweets de nos amis d'outre-mer en disant c'est scandaleux. Bref, je répète quand même. Voilà, il y a beaucoup de moyens de trouver des marges de manœuvre, mais il faut évidemment s'attaquer aux vraies dépenses, aux vrais impôts inutiles. Mais le vrai débat aujourd'hui en Europe, c'est d'essayer quand même de relancer par l'investissement, quand même de faire en sorte qu'on n'arrive pas dans des temps de déflation avec un euro fort où nous n'arrivons plus à exporter et nous n'arrivons plus à créer de l'emploi. Donc la vraie difficulté, elle est là. Moi, j'attendais de François Hollande une renégociation, ce qu'il avait annoncé du traité européen. Je pense que c'est son erreur originelle la plus forte. Je vois que M. Renzi, il commence à dire des choses qui vont dans le sens justement d'être plus combatif au niveau européen par rapport à la Commission. Moi, j'attends que dans le débat au niveau des élections européennes qui auront lieu le 25 mai, nous, les écologistes, bien sûr, mais aussi la gauche française, même nous, d'ailleurs, je vais vous dire, les écologistes, on a une petite tendance à l'euro-béatitude qui fait que n'importe quoi qui est européen, on le soutient. Moi, à un moment, je dis, ça suffit. Il faut que nous soyons plus offensifs et plus revendicatifs par rapport, justement, aux aspects budgétaires, que nous revenions sur des éléments politiques par rapport à la Banque Centrale Européenne qui, aujourd'hui, fait quand même une politique très dure par rapport à l'euro qui nous empêche quand même beaucoup en termes de développement et en termes d'emploi. On a beaucoup de choses à dire, y compris pendant la campagne présidentielle. C'est terrible à quel point on oublie tout. Même le président Sarkozy avait remis l'European Buy Act, le fait qu'il y ait la responsabilité environnementale et sociétale sur la table, les questions des investissements, même le paquet de croissance que François Hollande avait annoncé en mai 2012. Plus personne ne parle de tout ça. Et donc là, je pense que nous sommes dans une situation dramatique en Europe. Il y a les élections européennes pour en parler et pas dans la béatitude du débat je suis pro-européen, je suis anti-européen, tout ça me paraît complètement stérile. Là aussi, les sondages ne sont pas favorables pour la gauche, puisque c'est la droite qui arrive évidemment, en parce première, que nous ne posons pas les vraies questions. Nous sommes effectivement dans des débats Monsieur Placé, abscons. on arrive près de la fin de l'émission. Oui, je suis désolé, mais ça c'est un sujet qui me passionne, sûr. comme vous l'entendez, et je pense que vraiment on ne parle pas assez d'Europe, malheureusement, et où on en parle mal. Alors,
J'ai une avant-dernière question, puisqu'après Absolument. Shlomo vous posera la question de MyBooks. L'absence de la France... Non, il y a une question aussi sur le film. Le film, pardon. d'Alexandre Arcadi. Alors avant-dernière question. L'absence de On la est sur France... RCJ, hein. Vous l'avez pas oublié, ça vous a pas échappé. Excusez-moi, monsieur Placé, l'absence de la France aux commémorations du génocide rwandais. Vous en pensez quoi? Et c'est tout à fait stupéfiant quand on voit la réalité de notre responsabilité de non-intervention à l'époque. Et c'est d'ailleurs, je vais vous dire, hein, aussi pour ça a beaucoup surpris les interlocuteurs que nous soyons en soutien au Mali et en Centrafrique. Il faut à un moment aussi prendre des décisions en regardant le passé, en l'analysant. Et quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, moi, ça Parce m'a que le président évidemment... rwandais a dit que la France était partie prenante dans ce génocide. Je ne sais plus exactement quels sont ces termes. Il a dit qu'ils étaient impliqués d'une façon ou d'une autre. N'exagérons pas, nous aurions pu intervenir davantage. Non, mais c'est pas moi qui le dis, Oui, c'est Kagame, oui, attention. J'ai bien attention, compris, hein. oui, mais on aurait probablement pu intervenir plus vite. Alors après, bien sûr, 20 ans plus tard, c'est plus Mais facile. est-ce que le président Hollande a eu raison de dire, puisque c'est ça, on n'ira pas? Très sincèrement, je pense qu'il fallait quand même qu'il y ait une représentation au moins au niveau gouvernemental, peut-être pas président, Premier ministre, mais au moins quelqu'un des affaires étrangères. Voilà. Mais je vous dis vraiment pour le coup mon sentiment personnel sur ce sujet, mais très important. Alors, il vous a invité, donc François Hollande vous a invité à une projection privée du film d'Alexandre Arcadi sur Ilan Halimi. Sur la lutte contre l'antisémitisme, il faut bien dire que vous avez toujours été cohérent. Ça n'est pas, il faut bien reconnaître. Non, je sais ce que vous allez dire. Je sais ce que beaucoup de vos collègues. Je sais ce que vous allez dire. Oui. Vous le dites et à chaque fois, avec l'amitié que nous nous portons, vous m'énervez à le dire. Nous sommes totalement dans un parti républicain, attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, au respect de l'ensemble des religions. Nous sommes absolument dans toutes les luttes antiracistes, dans les luttes contre la xénophobie et évidemment contre l'antisémitisme. Moi, pour ma part, personnellement, j'ai signé une tribune avec l'ensemble des responsables politiques à l'instigation, je crois, du CRIF pour dire notre horreur de l'antisémitisme. Donc voilà, et c'est un sentiment partagé totalement par l'ensemble des collègues écologistes. Mais je vous remercie quand même de pouvoir le réaffirmer ce jour à votre antenne. Dernière question, la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet? Quel livre lisez-vous en ce moment? Alors, j'ai hésité parce que comme je sais que vous posez toujours cette question, je me suis dit je vais faire l'intello de service et raconter des salades, mais hélas, je suis connu pour la sincérité et la franchise, donc en fait j'ai deux bouquins qui traînent. Le Père Goriot de Balzac que je relis parce que j'aime beaucoup la littérature du 19e, il m'arrive de relire pas mal de livres de cette période, et donc c'est le Père Goriot. Et l'autre qui fait un peu la liaison entre les deux, vous allez voir, c'est très très politique, c'est le livre de Cécile Amar, du journal du dimanche, qui est titré, et je crois que ça correspond bien à notre conversation, jusqu'ici, tout va mal. Merci Jean-Vincent Placé, sénateur, président du groupe Europe Écologie Les Verts, qui était ce matin l'invité du grand entretien.